Donc je m'appelle Dan, vous le savez. Je vis depuis 10 ans à l'écovillage Sainte-Camelle et 15 ans sur un autre écovillage aussi que j'ai fondé en Loire-Atlantique. Donc ça fait 25 ans que je vis en collectif. On a quitté la Loire-Atlantique parce que je n'ai pas supporté le climat de la Bretagne. Voilà, je suis née en montagne et c'était trop humide pour moi. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est reparti à redémarrer une nouvelle aventure en Ariège. Alors, je vais vous parler donc de notre écovillage, de notre fonctionnement, qui peut-être va vous surprendre, parce que souvent c'est surprenant, notre manière de fonctionner. Alors, il faut vous dire aussi qu'à la base, je suis psychologue, et donc j'avais déjà fait un travail sur le relationnel, bien sûr, avec ma clientèle. Et depuis à peu près 15 ans, je me forme en psychologie quantique, ce qui a complètement changé ma vie aussi. Voilà. Et puis ma manière de vivre aussi en écovillage. Donc, on va dire, la première année, je vais vous parler de la première année en écovillage, eh bien, on était, comme vous tous, des grands utopistes, des personnes qui voulaient changer le monde. Et c'était juste l'époque, un petit peu avant, déjà, j'étais une militante à Greenpeace, donc quelqu'un d'assez furieux, d'assez militant, quoi. Voilà. Et l'idée a été, juste après ça, donc de créer un écovillage pour, ensemble, créer quelque chose qui soit un peu plus consistant. Et notre idée au départ, la première année, ça a été, notre cheval de bataille a été l'écologie, donc l'écologie environnementale. On s'est dit, bon, vraiment, là, il faut faire quelque chose à tout niveau. On a créé, donc l'idée, c'était d'être autonome. Donc on a créé un lieu autonome, chose qu'on n'est pas encore aujourd'hui, ici à Sainte-Camelle. Donc l'autonomie. Mais on s'est vite rendu compte, la première année, que le problème ne se situait pas au niveau du projet, ne se situait pas au niveau du financement du projet, ni au niveau de l'économie interne, ça se passait au niveau de l'humain, c'est-à-dire le facteur humain. Voilà. Et là, donc, alors c'est bien parce que j'étais déjà dans la partie et j'avais quand même déjà une idée. On s'est très vite rendu compte qu'il fallait mettre l'humain au cœur du projet, avant l'écologie environnementale. On avait fait un petit peu l'inverse, nous, hein, vraiment l'écologie à fond, travailler à fond sur ce projet. Mais on s'est rendu compte que ce qui pouvait mettre en déséquilibre et ce qui pouvait mettre même en grande difficulté, voire en échec, un projet sur un écovillage, c'était le facteur humain. Et là, on peut pas dire qu'on est vraiment bossé là-dessus parce que c'est venu, je dirais, de manière assez spontanée, notre manière de fonctionner, mais c'est quelque chose qu'on a quand même développé au fil du temps. Et on s'est rendu compte parce que, bien sûr, au bout d'une dizaine d'années, notre village fonctionnait bien relationnellement et on a été sollicité par beaucoup d'écovillages pour avoir des réponses à des questions, dire nous on fonctionne pas, pourquoi, etc. Et depuis, ça n'a pas arrêté, c'est-à-dire qu'on est sollicité, soit pour des conférences, soit même pour des écovillages où on peut faire de la médiation. Enfin, maintenant, j'en fais plus, j'en ai eu fait, mais je trouve que c'est compliqué, la médiation en écovillage. Et donc, on s'est rendu compte il y a 7 points, on a établi 7 points qui permettaient réellement de bien vivre en écovillage. Donc, vous avez peut-être lu le petit fascicule. Voilà, les 7 incontournables pour réussir une vie collective. Donc, il y a surtout un point que je voudrais vraiment développer ce matin. Je vais passer quand même c'est le deuxième point, et je vais quand même passer par le premier. Le premier, pour nous, on l'a vu dans tous les écovillages, quasiment tous les écovillages, il y avait un problème de vision commune. C'est-à-dire que on le voit aujourd'hui, on rencontre beaucoup de groupes ici qui démarrent et qui sont à fond dans leur projet. Alors avec plein de vie, plein d'enthousiasme, plein de cœur, mais qui oublient, et quand on accompagne, c'est de poser la question de quelle est votre vision commune, qu'est-ce qui fédère votre groupe, autour de quoi vous allez vous rassembler. Et ça, c'est simple à comprendre. Pourquoi, je dirais, plus de 50% des écovillages ne fonctionnent pas, c'est à cause de ça. Parce que dans la médiation que j'ai pu faire, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui avaient un projet. Quand on parle de vision, on parle d'idéal de vie, on va parler de direction, de ce qui vraiment nous touche et nous donne envie de nous lever le matin et vraiment nous donne la pêche pour vivre. Voilà, notre vision, notre idéal. Et j'ai réalisé tout simplement que dans certains écovillages, certains avaient une vision, d'autres en avaient une autre,
d'autres une autre, et d'autres encore une autre. Donc ça, c'est évident qu'en réunion, eh bien, quand on veut prendre une décision, on a une vision, on va prendre une décision en fonction de cette vision. Quelqu'un qui aura une autre vision va prendre une décision en fonction de cette autre vision. Et là, on peut pas, parce qu'il y a quelque chose qui est non négociable, c'est la vision. C'est notre idéal. On ne peut pas négocier notre idéal de vie. Moi, j'ai réalisé que la plupart des gens, parce que je les connais pas tous sur la planète, eh bien, à partir de 17 ans, il y a un idéal qui vraiment se manifeste en nous. Et en général, cet idéal de vie, on le traîne jusqu'à 150 ans, au moins. Donc, c'est quelque chose que parfois, bien sûr, dans notre vie, parce que les circonstances, nos conditionnements nous font marcher à côté de notre idéal, mais quelque part, on essaye toujours d'y revenir par ce qu'on fait à côté de notre travail, par une manière, en tout cas, on va toujours être happé par cet idéal qu'on a dans notre cœur. Donc, l'idée, c'est de trouver des personnes qui fédèrent autour du même idéal que soi. C'est non négociable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas convaincre une personne que cet idéal-là, il est bon, parce que c'est pas possible. Voilà. Et on ne peut pas soi-même dévier de notre idéal, parce que quelque part, ça va créer toujours en nous une forme de tension, une forme de difficulté à s'adapter ou un mal-être. Moi, je l'ai vu beaucoup en psychologie, des gens qui vivent à côté de leur idéal. Ça crée toujours quelque chose qui fait qu'on n'est pas bien à l'intérieur de soi. Voilà. On n'a pas été éduqués à vivre notre idéal. On n'a pas été éduqués comme des enfants à dire qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te touche, qu'est-ce qui te donne envie de faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de faire, et de réaliser, suivre un enfant pour voir réellement qu'il se développe dans un idéal de vie. Le sien, pas celui qu'on va essayer de lui inculquer pour X raisons, toujours des bonnes raisons, mais qui sont jamais les bonnes en réalité. C'est l'enfant, lui, il a son idéal. Voilà, il va se développer à travers de ça. Et le problème est que, effectivement, eh bien, on voit sur les écovillages des personnes qui n'ont pas tous le même idéal. Et forcément, là, on peut rien faire. Parce que moi, je vois en méditation, alors je suis peut-être mauvaise médiatrice, c'est possible aussi, hein, mais je n'ai pas pu faire quelque chose concernant l'idéal. Parce que c'est non négociable. Il n'y a personne qui a tort ou qui a raison en matière d'idéal de vie. Voilà. Et là, quand je parle de collectif, un collectif, c'est à partir de deux. Vous voyez où je veux en venir. Voilà. Dans un couple, c'est pareil. Hein, j'ai beaucoup travaillé aussi sur le relationnel dans le couple. C'est la même chose. Il faut avoir le même idéal. Si on n'a pas le même idéal, on va passer sa vie, comme dans un collectif, à négocier, à se justifier, à se sacrifier. Voilà, ce qui arrive dans un collectif ou dans un couple où on n'aurait pas le même idéal. Donc l'idée, ce qu'on conseille dans les collectifs, c'est d'abord sur soi, quel est mon idéal de vie d'abord. Et ensuite, quand j'ai cet idéal, eh bien, j'essaie de rencontrer des gens qui sont sur ce même idéal. Sachant, je le dis bien, qu'il n'y a pas d'idéaux qui sont pas bons ou meilleurs qu'un autre. Il y a mon idéal qui est le meilleur. C'est tout. Voilà. Ça, faut l'entendre parce que moi, j'ai vu des collectifs où j'ai fait de la médiation, mais infernale. Où il a fallu dire, mais non, il a raison et t'as raison aussi. Vous avez tous raison. En matière d'idéal, c'est la partie non négociable. C'est ce qui permet, après, quand on a un idéal en commun sur un collectif, eh bien, c'est d'avoir beaucoup moins de problèmes. Parce que quand on prend des décisions, une décision dans une réunion, eh bien, on la prend tous de la même direction. C'est notre horizon commun et on est dans un aller vers servir cet idéal de vie qu'on a tous. Et ça réduit, mais alors, drastiquement tous les problèmes qu'on peut avoir de prise de décision. Déjà, on met toutes les chances de notre côté. On va tous dans la même direction. Il y en a pas un qui tire par là ou par là. On va tous dans la même direction. Ça, c'est déjà. C'est déjà quelque chose de vraiment important. Parce que nous, l'idée, ça a été de travailler, ça va peut-être vous étonner, mais ici, on n'a pas de règles, on n'a pas de gouvernance, on n'a pas de dogme, on n'a que des engagements. Voilà. Pour nous, c'était trouver la manière de comment on peut vivre libre, avec servir son idéal, sans mettre en place des outils, une somme d'outils qui va encore nous rapporter des règles, encore une manière de faire qu'il faut s'approprier.
Et notre quête à nous, au départ, c'était vraiment cette liberté. Parce que en étant anard, etc., ce qu'on voulait, c'était la liberté. On l'a toujours, cette soif d'idéal, la liberté. Mais aujourd'hui, on la voit à l'intérieur de soi. Donc là, j'arrive au deuxième point, qui est l'écologie intérieure. Comment on s'est débrouillé en 25 ans, sans règles, sans gouvernance, sans dogme, sans principe établi pour bien vivre, et sans charte. On n'a pas de charte non plus ici. La seule chose qu'on ait, qui nous rassemble, c'est ceci, qui est un aller vers. Parce que ça, bien sûr, c'est évident, on n'est pas des gens parfaits ici, on n'incarne pas tous, idéalement, c'est cet incontournable. Mais c'est ce qui nous permet cet aller vers. Et je viens au deuxième point. Donc le premier point est un point hyper important. Là, s'il n'y a pas on l'a vu sur tous les collectifs qu'on a rencontrés, s'il n'y a pas l'idéal de vie, la vision commune, moi je peux faire des pronostics. Voilà. La deuxième chose, donc j'y viens, l'écologie intérieure. Donc c'est vraiment de ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. L'écologie intérieure, pour nous, c'est le moyen. C'est vraiment le moyen. Donc écologie, pareil, c'est vraiment le travail sur soi. Qu'est-ce que c'est que l'écologie intérieure? C'est le développement personnel, c'est le nouveau mot pour développement personnel, et qui est d'aller voir à l'intérieur de soi et de se poser les bonnes questions. C'est-à-dire sur un collectif, qui je suis, qui je veux être réellement, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et ça, c'est vraiment incontournable. Incontournable, parce que quand on se met dans un collectif ou un couple, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on met en réalité en commun? Eh bien, on met en commun non pas des personnes, mais on met en commun des histoires. On met en commun les histoires des personnes. Et là, bien sûr, quand on n'a pas fait ce travail intérieur, eh bien, ça va heurter, ça va faire mal. Pourquoi? Parce que il y a des choses, il y a toute une multitude de choses qui mettent en péril un collectif. On peut les nommer, c'est tout simple, c'est pas des choses énormes. Qu'est-ce qui peut mettre en péril un collectif? Eh bien, ce qui peut mettre en péril un collectif, eh bien, ce sont des gens jaloux. La jalousie, c'est humain. Qu'est-ce qui met en péril un collectif? Des gens qui veulent prendre toute la place. Des gens qui ont tellement besoin de reconnaissance qu'ils prennent beaucoup de place. Des gens qui veulent l'idée parce qu'ils pensent qu'ils ont des meilleures idées que les autres. Sur un collectif, on va trouver aussi la personne qui s'affirme pas, qui suit. Ça aussi, ça peut mettre en péril un collectif. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? On va trouver le compétiteur, celui qui veut prouver qu'il est meilleur que l'autre. Qu'est-ce qu'on va trouver encore dans un collectif? Aidez-moi, ou ceux qui sont en collectif, vous le savez ça. Comment? Oui, les gens qui savent pas comment gérer leurs émotions et qui déversent sur les autres leurs émotions. Qu'est-ce qu'on va trouver encore? La déresponsabilisation, le râleur, le critique, celui qui a toujours quelque chose de négatif à dire. C'est polluant pour un groupe. Celui qui a peur, qui va freiner. Allez, on investit là-dedans. Oh non, on va se casser la gueule. Voilà, donc on a tous humainement des choses intérieures qui font frein à la bonne marche d'un collectif. Alors ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une fatalité. On n'est pas né jaloux, on n'est pas né râleur, on n'est pas né critique, on n'est pas né pessimiste, on n'est pas né tout ça. C'est quelque chose qui a été conditionné par notre éducation, bon, nos parents, notre vie scolaire, notre vie sociale, notre vie culturelle. On est différent si on est né femme en France ou femme en Arabie Saoudite. Il y a tout un conditionnement qui vient prendre sa place en nous et qui fait qu'à un moment, eh bien, on est finalement juste un résultat d'équation. Voilà. Mais ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que l'écologie intérieure va nous permettre d'aller revisiter tout ça. Si je suis jaloux, ça me pourrit la vie. Si je suis un râleur, ça me pourrit la vie et celle des autres. Si je suis critique tout le temps, je pollue la vie des autres, mais je me la pollue aussi. Parce que tous ces conditionnements, complètement humains, on les a tous plus ou moins, eh bien c'est quelque chose qui va nous pourrir la vie. Et qui va nous pourrir la vie personnellement, mais qui va pourrir aussi notre vie sociale, notre vie en couple, notre vie au travail, notre vie. Ça va vraiment influencer toute notre vie.
Mais comme je disais, ce n'est pas une fatalité. Ça veut dire que sans pour nous, sans cette écologie intérieure, c'est-à-dire ce travail intérieur qui va nous dire qui je suis, et surtout une question qui tue, parce qu'elle est dure celle-là, c'est qu'est-ce que je génère autour de moi? Cette question-là, elle est incontournable. Si on veut vivre en collectif, il faut savoir, il faut être conscient de ce qu'on génère autour de nous. Si je suis un râleur, c'est sûr que je vais impacter les autres. Si je suis une jalouse, c'est sûr que je vais enquiquiner les autres. Si je veux avoir le lead, le pouvoir, si j'aime me faire voir, si j'aime être reconnu, je vais déranger les autres. Donc, l'écologie intérieure, c'est ce qui va nous permettre de nous libérer. C'est ce qui va nous permettre, nous je le vois ici, et je le dis bien, on n'est pas affranchi de tout ce dont je parle, mais on est en voie et chacun de nous a déjà repéré qu'est-ce qui peut mettre le problème sur le collectif. Ça veut dire que on y travaille. Ça veut dire déjà que ça a, depuis 25 ans, un impact que je connais pas ailleurs. C'est-à-dire que pour nous, en 25 ans, ça nous a permis d'avoir des désaccords, mais de ne pas aller au conflit. On n'a pas d'outils. On n'a pas d'outils collectifs. Voilà. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'en 25 ans, on a eu un seul conflit. Alors ça m'arrache un peu parce que depuis 3 ans, je peux plus dire 0. On a eu un conflit il y a, je crois, 3 ans parce que on avait intégré des personnes. Ça faisait 8, 9 mois, je sais plus 10 mois, je me rappelle plus, j'ai pas la mémoire des chiffres. Et à un moment, on a participé, comme on participe en groupe, ou je l'expliquerai tout à l'heure, la manière de gérer nos désaccords. Et on en a parlé, et ces personnes-là se sont fermées, se sont mises à brailler, sont sorties dehors à hurler, elles sont parties. On n'a jamais pu dialoguer avec ces personnes. Et là, on a vu l'impact et on a revérifié l'impact du conflit, parce que nous, on n'a pas eu quoi que ce soit. Il n'y a pas eu de conflit de notre part, mais ce qu'on a reçu, cette décharge de colère violente, eh bien, ça nous a tous impactés. Comme on n'avait jamais vu ça, on a mis du temps pour s'en remettre. On a dû vraiment se céder, oui. Alors, voilà, merci de la question. La différence entre le désaccord et le conflit, c'est le désaccord, c'est on n'est pas d'accord. Mais on va trouver un moyen pour se mettre d'accord, pour résoudre, pour réharmoniser. Voilà. Et là, tout le monde grandit à travers un désaccord. C'est les épreuves de vie qui nous font grandir. Un conflit, c'est quand on n'a pas su gérer le désaccord et que là, on arrive à se disputer, s'engueuler, hein, on n'arrive plus à harmoniser. Quand on est très en colère, quand on n'arrive plus et qu'il y a des décharges d'émotions sur les autres qui ne devraient pas être. Voilà. La différence, désaccord, on règle, on réharmonise, tout le monde grandit. Le conflit, ça nous bouffe une énergie pas possible. C'est le truc qui nous remue le ventre, vous connaissez ça, qui nous remue aussi le boulin. Et hop, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et puis ça se décharge un peu n'importe comment. En tout cas, il n'y a plus de contrôle de rien du tout. Et ça fait mal à soi et ça fait mal à tous les autres. Voilà. Donc l'objectif pour nous ici, eh bien, c'est le désaccord, parce que le désaccord est très bon. Heureusement qu'il y a des désaccords, parce que c'est ce qui nous fait évoluer, mais pas au conflit. La marche, elle est importante, hein. Attention, le conflit, ça fait mal. Et on n'a pas besoin de ça. Il fait tout noir ici. Mais c'est normal. T'as pas été sur Letty. Alors là, on rentre de 2 jours et demi de rencontres avec les oasis. Donc c'est une rencontre inter-oasis. Il y avait, on devait être 130 oasis présentes. Et moi, j'ai entendu des personnes qui disaient « Nous, on aime le conflit. Oh là là, ça nous prend des réunions tous les jours. » Moi, ça m'a sidérée d'entendre ça, de dire mais quoi, le temps perdu en réunion pour résoudre des conflits, l'émotionnel, et surtout que je viendrai la prochaine fois qu'on va se voir, je vais vous parler de création de réalité, et l'émotionnel a tellement d'importance de la création de réalité que
Mon Dieu, quand j'entends le conflit, c'est bon, ça fait évoluer, je me dis, mais c'est complètement fou. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, l'idée, c'est vraiment aller au désaccord sans aller au conflit. Et ça, pour cela, oui. Et pour les désaccords, du coup, vous avez des outils pour les résoudre? Déjà, il y a tout ce travail en amont, hein, ce travail d'écologie intérieure pour chacun. Nous, ici, on est tous passionnés et c'est vraiment, on prend ça très à cœur. Et ensuite, on a un seul outil. Je dirais que sur Sainte-Camelle, on a un seul outil qu'on appelle le cœur à cœur. Voilà, j'en parlerai. Alors, c'est quand on estime que le problème que j'ai à l'intérieur de moi, il concerne tous les autres. Voilà. C'est quand on considère que voilà, que j'ai le droit de déverser mon histoire, toute ma problématique qui date de très très longtemps certainement, quand j'ai le droit de le déverser sur les autres, quand j'ai le droit de comment aussi quelque part de responsabiliser les autres pour mon histoire personnelle. Voilà. Et l'écologie intérieure, ben, bien sûr que c'est tout un temps de travail pour faire la différence entre qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. Et je dirais même, nous, on va plus loin que ça, c'est que quand il y a un désaccord et que l'autre, il est 100% responsable, eh bien, on considère que c'est pas du 100%, parce que si l'autre a un problème avec moi, c'est que moi, j'ai une responsabilité aussi. Voilà. Je vais prendre un exemple tout à fait joyeux. On avait un compagnon ici, Julien, qui était quand même, des fois qui disait, oh, quand même, l'autre, il est quand même plus responsable que moi, tout ça. Puis il a trouvé une preuve un jour, c'est qu'un lundi matin, il se lève, ça sonne dehors, il va voir le postier qui amenait, pas le postier, un livreur, qui apportait un paquet qui lui était pas destiné à Julien. Et l'autre, il était complètement fou, dans une colère, et il lui en a mis plein la tête. Il a même pas pu riposter parce qu'il a été tellement sidéré par cette colère violente qu'il a reçue. Et il est resté quand même un peu prostré. L'autre est parti. On s'est retrouvé le soir, il dit, tu vois, la preuve, c'est que là, moi, j'y suis pour rien. Il dit, écoute, hein, on lui a dit, écoute, cherche, parce que on n'y est jamais pour rien. La preuve, c'est que ça ne m'est pas arrivé à moi, c'est pas arrivé à elle, c'est pas arrivé à lui, c'est arrivé à toi. Il y a quelque chose. Et en fait, il a réfléchi, c'était tout con, hein, on parlait le lundi, c'était le lundi soir, et en fait, lui, il était rentré à Toulouse le week-end, et il avait décidé le week-end de comment régler ses comptes avec sa mère. Et tout le week-end, en fait, sans même l'avoir prévenue, sans même avoir discuté avec elle, tout le week-end, il avait déversé une colère abominable sur sa mère. Et donc ça, il a repensé et il a fait le lien. Alors le lien, on ne sait pas trop où il est, hein, mais il y a forcément un lien quelque part dans cette histoire. Voilà, je déverse sur l'autre quelque chose que j'aurais peut-être pas dû faire sous cette forme-là. Bien sûr, il faut régler ses comptes avec ses parents, mais il y a peut-être des manières un peu plus douces que de déverser comme il l'a fait. Et ça l'a fait bien rire, parce qu'il a dit, oui, c'est vrai, effectivement. Il est venu appuyer sur un bouton qui m'a fait réfléchir que peut-être la manière que j'ai utilisée avec ma mère, elle était peut-être pas la bonne. Parce que sa mère, il paraît qu'elle a mis un certain temps pour s'en remettre. Voilà. Donc, je reviens, oui. Alors, le livre, on l'a écrit, faudrait demander à Alain, j'ai pas de mémoire chiffre, je sais pas, 4-5 ans. On l'a écrit à la suite, on a été invité à Montpellier par un groupe d'Oasis. C'était 10 groupes d'Oasis qui nous ont invités ils avaient entendu parler qu'on n'avait pas de conflit ici, savoir comment ça marchait ici. Et ils nous ont invités. Alors, il y avait beaucoup de personnes, on était, je sais plus, 500, parce qu'il y avait un autre public aussi. Et quand on est arrivé, on était reçus par 10 représentants de ces oasis. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre, même déjà avant, que j'avais entendu dire que la CNV, nous aujourd'hui, comment on peut témoigner de la CNV, on peut dire ce qu'on entend des autres écovillages, c'est que ça marche sous forme de développement personnel, mais ça n'évite pas les conflits dans un écovillage. Voilà. C'est ce dont on peut témoigner. On n'a pas la vérité non plus, hein. Ce que je dis, c'est pas parole de... Voilà. En tout cas, c'est ce que eux, ces 10 groupes nous ont témoigné. Dire nous, on a tout essayé en outils, et quand on a parlé de nous, de ces 7 incontournables, on a dit nous, c'est pas des outils, c'est peut-être justement prendre ses responsabilités intérieures, la responsabilité de sa vie, la responsabilité de se libérer, parce que se libérer intérieurement
par l'écologie intérieure, eh bien, ça va avoir un impact sur nous-mêmes, mais sur tous les gens qui nous entourent. Donc, on a fait cette conférence, et ça les a vraiment touchés. Ils nous ont dit, vous pouvez pas garder ça pour vous. Alors, nous, on est rentrés à 2 heures du matin, on arrive à Sainte-Camelle, j'ai pris l'ordinateur, j'ai mis les 7 incontournables, hop, j'ai mis le titre et on est parti se coucher. C'est comme ça qu'on a écrit les 7 incontournables. Voilà. Pour l'histoire. Donc, je reviens sur l'écologie intérieure. Donc, ça change. Super. Oui. Je pense, selon moi, que la CNV ne résout pas les conflits s'il n'y a que quelques personnes dans le collectif qui la pratiquent sur eux-mêmes. Donc, selon moi, à partir du moment où on intègre la CNV à l'intérieur de sa vie quotidienne, si chaque membre, ou plusieurs membres l'intègrent, ça peut commencer à fonctionner. Voilà, moi je dis pas que la CNV que c'est pas bien, hein, je dis pas ça. Je dis que c'est un outil qui permet de se développer intérieurement, qui est vraiment très intéressant. Maintenant, ce que je vois, parce que des appels comme ça, j'en ai tous les 2-3 jours de collectifs qui m'appellent et on dit nous on pratique la CNV, ça marche pas. Alors je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis je ne sais pas comment c'est utilisé. En tout cas, ça demande peut-être d'aller quand même plus loin. Voilà. De pas puis vous donner quand même une anecdote, c'est que une année, il y a quelques années, on a eu une personne qui est venue habiter ici et qui était vraiment férue de CNV. Et on s'est dit pourquoi pas, hein, peut-être qu'on va intégrer cet outil. Alors, je rigole, je plaisante, c'est une boutade que je vais dire. Nous, on a eu la chance, pendant le temps, on a mis la CNV en place à Sainte-Camelle, on n'était pas là, nous, Alain et moi. On était partis en voyage et ils ont mis la CNV, il a mis la CNV en place. Et quand on est rentré, au bout de 3 mois, eh bien, ils faisaient tous la gueule parce que ils disaient mais à cause de la CNV, nos réunions durent plus longtemps parce qu'il faut reformuler. Il y avait une personne, la doyenne d'ici a dit moi je parle plus en réunion parce que je ne sais pas reformuler, j'ai pas compris comment on fait pour reformuler que les jeux, les tues, tout ça, mais qu'est-ce que c'est de cette histoire? Donc, je ne parle plus. Et puis, on a trouvé des gens fatigués des réunions. Et quand on est rentré, alors j'ai dit, alors c'est quoi le bilan? Vous voulez quoi? Et puis finalement, ils ont dit, oh non, on continue comme on faisait avant, parce que finalement, on n'en a pas besoin. Voilà. Parce que ça donnait de la longueur dans les réunions. Voilà. Mais moi, je n'ai pas pu l'observer parce que j'étais pas là. Mais c'est le retour qu'on nous a donné à Sainte-Camelle quand on est rentré de voyage. Voilà. Donc je dis pas c'est pas bien ou pas bien. Juste, je vous répète ce que j'ai entendu moi. Voilà. En plus, il y a 20 quelques années, j'ai fait un module de CNV. Moi, j'avais trouvé ça très bien. Pour le développement intérieur, parce que on a développé plusieurs points. On a parlé de la responsabilité. Et pour nous, quelle que soit l'épreuve, on va dire une épreuve qui n'a rien à voir avec notre collectif, une épreuve qui vient de l'extérieur, une épreuve qui est générée par le collectif, une personne du collectif, on va toujours la traiter de la manière suivante. On a une manière, comme on dit, de transformer l'essai, de traiter de manière positive une épreuve. Pour nous, une épreuve, d'abord, premièrement, c'est toujours positif, quelle que soit l'épreuve. Une épreuve qui arrive, c'est, premièrement, qu'est-ce que je fais de cette épreuve? Premièrement, on s'isole. Quand je vis une épreuve, que ce soit avec une personne du collectif ou une épreuve de l'extérieur, je ne vais pas téléphoner à toute ma famille, à tous mes amis pour dire tu sais ce qui me tombe dessus, parce que je sais que si je fais ça, je vais polluer les autres. Non, je rentre chez moi ou je vais dans la forêt et là premièrement, eh bien j'accueille mes émotions, parce que on est un peuple français, un peuple de refoulés. On le sait, vous savez tous. Hein. On est habitué à refouler nos émotions, ce qui est complètement débile, puisque les émotions, l'expression des émotions, c'est une manière de l'homéostasie du corps, c'est-à-dire le corps a cette capacité de transformer son état par les émotions. C'est une soupape de sécurité. C'est vraiment un moyen naturel qu'a le corps d'exprimer quelque chose pour ne pas se faire mal, pour se protéger. Donc, on a une émotion, colère, une tristesse. Eh bien, si on la refoule, eh bien, le corps va s'en saisir. Donc, au bout d'un certain temps,
comme la première soupape n'a pas été utilisée, il va y avoir une deuxième soupape qui est la maladie. Et là, le corps aussi, il est fort, parce qu'il dit, je suis malade, prends-moi en compte. Et la maladie, c'est pareil, c'est pas négatif, hein, du tout. C'est, j'exprime que quelque chose n'a pas été réglé en moi. C'est un moyen naturel qu'a le corps. Et là, si la première soupape n'a pas été utilisée, la deuxième soupape non plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va tomber dans la maladie chronique et dans la maladie mortelle. Voilà. Le corps, il est bien, il a tout ce qu'il faut pour gérer tout ça. Seulement, il y a eu, je ne sais pas quoi, je ne sais pas pour quelle raison, on nous a appris dans notre culture qu'il fallait refouler les émotions. Alors que c'est anti-naturel au possible. Voilà. C'est pas permaculture, en tout cas. Donc, les émotions sont là pour nous protéger. Donc, ne pas les refouler. Donc, prendre un temps pour accueillir. J'ai une épreuve. Merci à cette épreuve. Moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je me prends un bon coup dans la tête. J'en prends une bonne. Merci. Je sais pas pourquoi encore, mais je vais le travailler et je vais comprendre. Et premièrement, j'accueille mes émotions. Donc là, je pleure. Je suis dans la tristesse, je suis dans la colère. Dans la colère, comme je suis seule, je peux faire comme je veux. Je peux dire des gros mots. Si c'est lui qui m'a embêté, je peux même dire des gros mots sur lui. Il n'est pas là, je m'en fiche. Tout ce qui vient à moi, tout ce qui remonte, j'accueille. Voilà. Et on le sait que quand on a fait un bel accueil à notre émotion, il y a un moment, eh bien, ça va mieux. Quand tout ce qui est là à l'intérieur, la vertu des larmes. Les larmes aussi sont un processus naturel du corps pour exprimer, pour mettre à l'extérieur ce qui est à l'intérieur. Pourquoi on contiendrait nos larmes, même quand on est joyeux? C'est aussi une manière d'extérioriser. Les larmes sont là pour ça. C'est un processus naturel. Pourquoi non, un garçon, ça n'a pas le droit de pleurer. Vous entendez les conneries qu'on a pu nous mettre dans la tête? Non, les larmes sont faites pour ça. Donc, extérioriser, c'est une manière de quelque chose qui a été trop lourd, notre soupape de sécurité, mettre à l'extérieur ce qui nous faisait mal à l'intérieur. Voilà, ça c'est la première étape face à l'épreuve, quelle qu'elle soit. Deuxième étape, c'est bizarre parce que ce qui m'arrive à moi, là, cette épreuve-là, si elle arrivait à Gabriel, peut-être que lui s'en ficherait complètement et lui, ça lui mettrait pas cette émotion-là. Hein? Pourquoi? Parce que cette émotion, cette histoire, elle vient toucher mon histoire de vie. Elle vient me rappeler que dans le passé, j'ai vécu des choses qui ne sont pas encore gérées, qui n'ont pas encore été prises en compte. Donc, cette épreuve va nous questionner. Où est-ce que ça fait écho dans ton histoire? Voilà. Et on va le voir, par exemple, quelqu'un qui va vous parler, qui va élever le ton. Vous, ça vous met dans un état pas possible. L'autre, ça va rien lui faire. Moi, vous pouvez élever le ton avec moi, ça me touchera plus. Ça m'a touché, ça me touche plus aujourd'hui. Mais parce que moi, dans mon histoire, eh ben, j'ai eu des parents qui m'ont parlé de cette manière-là. Donc ça, c'était pas géré encore. Donc j'ai eu à travailler sur cette gestion des émotions qui venaient du passé. Donc deuxième point, je fais un lien avec mon passé. Qu'est-ce que cette épreuve vient m'apprendre sur moi-même qui n'est pas réglé? Et troisième étape, là, c'est l'étape qui nous remet vraiment dans l'univers. Qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que la vie vient m'apprendre grâce à cette épreuve? Et je dis bien grâce, hein, parce que l'épreuve est bénéfique. Grâce à cette épreuve, voilà. À partir du moment où j'ai fait ce processus des 3 points, ben je peux vous dire que là, à partir de ce moment-là, je me sens mieux. Parce que parfois, je comprends pas toujours tout de suite pourquoi j'ai eu cette épreuve. Mais la vie, elle va me ramener cette épreuve une deuxième fois, une troisième fois, jusqu'à ce que je comprenne. En tout cas, je suis alertée. Si j'ai pas compris cette fois-là, je sais que, de toute façon, j'ai quelque chose à comprendre là et je suis en alerte. J'ai peut-être pas tout compris, mais oui. Est-ce que, si j'ai bien compris, c'est important de faire le processus seul ou tu peux utiliser un tiers? Tu peux utiliser un tiers, mais l'idéal serait d'apprendre à le faire seul. Voilà. Parce que forcément, quand on confie ça à l'autre, alors moi je suis psy, je vais dire, tu vois, je vais pas dans le bon sens là, parce que pour moi c'est l'autonomie que je cherche aussi, que j'ai cherché pour moi-même, parce que j'ai réalisé aussi, j'étais quelqu'un de très abîmé. Hein, si j'ai fait psy, c'est pas par hasard. Hein, on le sait, hein, c'est toujours les plus abîmés, hein, les psys, les psychiatres. Pardon s'il y en a des psys chez vous.
Voilà. En tout cas, j'ai cherché à me soigner par mes études. Et j'ai vu que ça fonctionnait pas. J'ai vu aussi d'autres psys, j'ai consulté aussi pour m'aider. Et à un moment, je me suis dit, personne d'autre que moi-même ne pourra arriver à régler cette machine que je suis. Parce que c'est ça, en fait, hein. On a la responsabilité d'un corps, d'une machine complexe qui a été programmée par d'autres que nous-mêmes, nos parents, notre histoire, notre culture, etc. Et aujourd'hui, c'est de devenir à nouveau les programmateurs de notre système, de ce corps qui nous a été confié. Donc, c'est tout un travail, hein, parce que là, c'est tout un travail intérieur de devenir quelque part ingénieur, comme on le fait en informatique, non, ingénieur de mon propre système. Voilà. Retrouver sa liberté, il faut le savoir, hein, c'est qu'on est programmé comme des ordinateurs. Si on tape un A sur un ordinateur, il sortira toujours un A. Si vous voulez un B, vous pouvez y aller, hein, toute une vie, il sortira toujours un B. Donc, il va falloir comprendre le système de l'informatique pour aller déprogrammer, reprogrammer. Moi, je sais pas comment ça marche. Par contre, je sais comment ça marche intérieurement pour déprogrammer des choses que je ne veux pas. Et donc, c'est se poser la question, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui me convient en moi? Est-ce que être un râleur, réellement, ça me convient? Est-ce que je veux être celui-là? Est-ce que c'est ça que j'ai envie de m'offrir à moi et aux autres? Le pessimiste, tout ça, celui qui met toujours l'autre. C'est important de se poser la question, qu'est-ce que je génère chez les autres? Donc c'est important d'avoir ce processus qui va nous apprendre à reprogrammer notre intérieur. Et c'est pas si difficile que ça. Parce que je vois tout le monde est capable de le faire. Et des fois, on peut éviter d'aller à un psy quand on travaille sur ces 3 étapes. J'accueille mes émotions. Quel écho ça fait dans mon histoire? Et troisièmement, qu'est-ce que la vie m'apprend à travers cette épreuve? Et là, je sais que la vie, l'univers, le cosmos, cet univers, ce champ quantique, intelligent, est là aussi pour moi et m'apprend quelque chose à travers ma propre histoire, à travers mon épreuve. Mais ça, on y reviendra une autre fois. Oui. Non, non. Accueillir ses émotions, c'est pas intellectualiser, hein. Et aller voir ce qui nous touche dans nos émotions, c'est pas intellectualiser. Au contraire, justement, parce que la vie qu'on mène aujourd'hui, elle nous amenait à intellectualiser. On discute d'outils, de ceci, de cela. On est toujours dans le mental. Là, c'est vraiment amener dans le corps profondément une résolution. C'est d'aller en profondeur. C'est vraiment une transformation. C'est pas je connais plein de trucs, je connais plein de choses spirituelles, plein de connaissances en psychologie, mais finalement cette connaissance, elle reste intellectuelle, elle ne produit pas ce qu'elle devrait produire sur le corps. Aujourd'hui, on a un problème dans toute la connaissance qu'on a, on a un problème d'intégration. À quoi bon avoir toutes les connaissances en psychologie, en spiritualité, si on n'intègre pas, si ça ne nous sert pas? Vaut mieux en savoir moins et l'intégrer quelque part. Donc, l'écologie intérieure qui va nous amener à nous reprogrammer consciemment et à nous reprogrammer avec ce qu'on veut vivre. Non, je ne serai pas toujours celui qui va manquer de confiance en lui, celui qui va toujours se mettre derrière les autres, celui qui va se cacher, celui qui ne mérite pas, parce qu'on va trouver ce qu'on appelle le projet 100, ces 5 formes de conditionnement qu'on peut avoir. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas ceci, je ne mérite pas le beau compagnon, la bonne compagne de ma vie, je ne mérite pas le boulot que je souhaite, voilà. J'ai pas le droit, je dois payer mon bonheur, hein, puisque l'objectif de l'écologie intérieure, vous le savez, c'est de faire le choix du bonheur, voilà. Alors faire le choix du bonheur, ça c'est quelque chose qui est un petit peu délicat parce que on a eu tout ce courant New Age qui nous a amené à la tyrannie du bonheur, c'est-à-dire joue celui qui est heureux. Et ça nous a fortement impacté. Aujourd'hui, c'est non, c'est je décide d'être heureux et je vais travailler l'écologie intérieure au quotidien pour devenir heureux. Parce que être heureux, c'est de notre responsabilité. Être heureux, ça ne dépend pas de l'environnement. Puis là, moi, je peux en témoigner parce que j'ai été quelqu'un de horriblement malheureux et horriblement pénible avec les autres. Oui.
me dis c'est très difficile par rapport au stress, autour de toi, etc. Donc si tu fais un énorme travail d'écologie intérieure, ça me paraît très difficile de... Ça va être tout le travail qui va permettre, tu vois, moi je vois les étapes que j'ai gravies dans ma vie, surtout la grande étape que j'ai vécue, c'est de comprendre que moi qui voulais transformer le monde, ben, j'ai compris par la parole de Gandhi, si tu veux transformer le monde, transforme-toi toi-même. Et c'est là que l'écologie intérieure prend tout son sens. Et c'est ce qui permet aussi, parce qu'à partir du moment où on travaille l'écologie intérieure, eh bien, on va arriver à une aptitude beaucoup plus grande à supporter ce qui se passe autour de nous, que ce soit la ville ou autre chose. Maintenant, moi, je supporte quelqu'un qui m'agresse, ça me pose pas de problème, mais je vais quand même pas me laisser faire. Voilà. Mais ça va plus m'impacter comme ça aurait pu m'impacter. Aujourd'hui, je vais avoir une capacité pacifiante par rapport à ça. Je rentre plus dans le jeu de l'autre. Ça va ça va nous apporter des capacités insoupçonnées. Ce travail de responsabilité de soi. Je suis responsable de moi totalement et à 200%. Et nous, on considère ici que s'il se passe quelque chose, c'est moi qui suis responsable, c'est pas les autres. Voilà. Ça veut dire que on prend comment, grâce à cette écologie intérieure dans laquelle on est tous engagés, passionnés, eh bien, ça nous permet d'être un bon participant dans notre collectif. Ça nous permet d'être un cadeau pour les autres, pour soi d'abord, mais pour les autres aussi. Et pour nous, le collectif, c'est ne pas être le boulet de ce collectif. Ça veut dire, pour ne pas être le boulet dans un collectif, ben, ça demande un sacré boulot intérieur. C'est pas, je m'occupe pas, hein. Moi, si toi t'es un boulet pour le collectif, moi je m'en fiche, c'est ton problème. Moi, je travaille le mien, le boulet que je suis. Chacun est le boulet du collectif. Faut le savoir à un moment ou à un autre, hein, on peut pas, c'est inévitable. Mais c'est travailler à ne plus l'être. Et ça, c'est un grand cadeau qu'on va se faire à soi et aux autres. Chacun de nous prend toute la responsabilité du collectif. Voilà. Et qu'est-ce que je veux? J'ai mis au clair en moi que ce que je veux, moi, à Sainte-Camelle, c'est je veux que ce collectif fonctionne. Alors, donc, je mets toute ma personne pour que ça marche. Et chacun de nous fait la même chose. C'est pour ça que ce collectif fonctionne. C'est pour ça qu'en 25 ans, on a eu un seul conflit. C'est uniquement pour cette raison-là. On n'a pas d'autre secret à vous révéler, à vous donner, si ce n'est travailler en vous-même, parce que c'est bon pour vous. Faites le choix du bonheur, parce que faire le choix du bonheur, ça veut dire je vais enlever toutes les barrières intérieures qui m'empêchent d'être heureux. Parce que si on n'a pas le job qu'on souhaite, le super job de sa vie, qui va faire qu'on travaille pas beaucoup puis qu'on gagne un max, hein, je rigole quand même. Eh bien, c'est notre intérieur qui nous en empêche, c'est nos croyances, c'est ce qu'on pense de nous, c'est qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, c'est tout ce qu'on a intérieurement qui nous empêche. Pourquoi on tombe sur un compagnon, une compagne qui vont nous pourrir la vie? Pourquoi? D'abord, pourquoi on l'accepte? Déjà. Il faut avoir piètre opinion de soi-même pour accepter d'être malheureux au quotidien. C'est le plus bel édifice qu'on puisse faire dans une vie, être heureux. Ce qu'on peut donner à soi et aux autres, c'est pas de gagner de l'argent, c'est d'être heureux. C'est la plus belle chose qu'on puisse réaliser dans une vie. Le reste, on s'en fiche. Pourquoi je serais pas heureux dans mon couple? Moi, j'ai toujours des temps moi je dis de comment ça s'appelle, de péremption, des dates de péremption. Quelqu'un qui vient me voir, qui me dit je suis pas heureux dans mon couple, je vais lui dire ah bon, qu'est-ce que tu peux faire dans ton couple pour aller mieux avec l'autre personne? Mais il faut mettre tout en œuvre. Mais au bout d'un an, je donne 1 an pour un couple, hein. Si au bout d'1 an ça va pas, pourquoi? Mais qu'est-ce qui nous obligerait à continuer à être malheureux? Mais pour quelle raison? Vous savez combien de personnes il y a sur la planète? Pourquoi s'arrêter sur cette personne? Pourquoi pas se donner la liberté que l'autre puisse rencontrer quelqu'un qui le rend heureux et qui rend heureux lui-même et soi-même de la même façon? On mérite le bonheur en couple. Moi, j'ai compris ça parce que il y a 25 ans avant, j'ai été mariée pour toutes les raisons qui font qu'intérieurement on accepte d'être malheureux. Un jour, j'ai compris ça. J'ai dit non. Aujourd'hui, je vis un couple depuis 25 ans qui est le couple d'âme où je suis très heureux, je voudrais pas changer. Et c'est merveilleux. Mais on est heureux.
Et si un jour on était malheureux, on se séparerait. Pour un job, c'est pareil. Mais je donne 6 mois. Pourquoi on serait malheureux dans un métier? Mais où est-ce que c'est écrit qu'on doit être malheureux dans la vie? On a été habitué, on a été simplement habitué à être malheureux. On vit des épreuves, puis voilà, c'est comme ça. Bah oui, je suis malheureux à cause de ça, bah oui. Mais tout le monde, hein. Moi je me rappelais ma mère, elle me disait, mais attends, qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on se marie pour être heureux? Oui, oui. Si on se met en couple, on n'est pas marié, mais si on est en couple, c'est pour être heureux. Si on exerce une profession, c'est pour être heureux. C'est pour vivre notre idéal. Si on se met en collectif, c'est pour être heureux. C'est pas pour se prendre la tête. Tout ce qu'on vit dans une vie, c'est pour être heureux. Vous êtes d'accord, là, j'espère. Qui parmi vous a envie de vivre avec quelqu'un qui est ronchon, râleur, critique, pessimiste? Qui a envie de vivre avec quelqu'un qui n'est pas heureux? Bon, ça va, autrement, dehors, hein, celui qui lève la main. Comment? Bien sûr, mais un certain temps. Il faut être efficace au bonheur. Il y a une question qui tue aussi. C'est combien de temps j'accepte de souffrir pour cette raison? Si vous vous posez cette question au moins tous les jours, vous allez diminuer votre temps de souffrance. C'est sûr, c'est mathématique. À partir du moment où on se pose cette question, on va trouver le plan B. Nous, quand on fait des météos, par exemple, on se dit comment tu vas ce matin, hein? Ah, ce matin, je me sens pas bien, je suis crevé, j'ai mal dormi cette nuit. Ok, ça c'est la météo. Maintenant, le plan B, c'est quoi ton plan B? Non, on n'accepte pas une météo, je suis crevé, j'ai mal dormi. On traîne ça toute la journée, on le raconte à tous les autres, et puis on va encore lui téléphoner à sa mère ou à son frère, et puis ah, c'est aujourd'hui, ça va pas du tout. Mais non, non, efficacité au bonheur. J'ai mal dormi, je suis crevé, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais faire la sieste. Oui, je vais faire la sieste. Ou je fais autre chose. Ou je vais voir un copain, celui qui va me tirer vers le haut, pas celui qui va me tirer vers le bas. Vous savez, on a tous des copains qui tirent vers le haut. On a tous ces copains qui tirent vers le bas. Donc, efficacité, une météo, c'est plan B. Si tout va bien, grand soleil, c'est bien. Mais si ça va pas, il y a tout de suite dans la météo le plan B. Qu'est-ce que je fais de ça? Efficacité. Je vais voir un copain, je vais me balader en forêt, je vais pas au boulot, je vais faire un tour en montagne. Il faut toujours avoir un plan B, tout de suite. On va pas traîner une journée d'être crevé, fatigué, ronchon, tout ça. Pourquoi? Parce qu'on a été éduqué, on a été programmé à ça c'est clair. Mais on peut déprogrammer ça. C'est pas une fatalité. Donc, quoi qu'il nous arrive dans une vie, on peut avoir un plan B. Ça va pas avec mon compagnon, ma compagne. Il y en a plein ailleurs, hein. Mais oui. Qu'est-ce qu'on apporte à la vie? On va le voir de la création de réalité en quantique. On sait aujourd'hui que ce ne sont pas les pensées qui sont créatrices, que ce ne sont pas que les croyances, mais que ce sont les émotions. C'est le corps émotionnel qui crée notre réalité. Vous réalisez ça? Nos émotions qui sont l'interface avec l'univers. Alors, on a intérêt à le soigner, ce corps émotionnel. On a intérêt à soigner ce bonheur intérieur. Je me sens bien, je suis heureux, je suis joyeux. Oui, c'est au quotidien. De toute façon, on n'a que ça à foutre sur la terre. Hein. Le reste, c'est accessoire. Le reste, c'est accessoire. Parce que quand je suis heureux, c'est bon pour la santé aussi, hein, ça va. Et j'apporte du bonheur aux autres. Moi, je vois aujourd'hui, vous pourrez en parler non, il y en a pas beaucoup qui m'ont connu. Si, il y a Bruno, peut-être, non. Mais c'est plus ancien que ça. Ce que j'étais, moi, quand j'avais 20 ans, mais j'étais une pollueuse. Je pourrissais la vie des gens. Toute la souffrance que j'avais intérieure, c'était un exutoire par Greenpeace. Tout ce qui n'était pas Greenpeace, pas. Mais j'ai fait le vide autour de moi. Ma famille, mes amis, mais plus personne me supportait. J'étais tellement en souffrance. Et j'ai fait ce travail. Tu veux transformer le monde, transforme-toi toi-même. Et je me suis transformée. Et j'ose, pour poser la question aux autres, est-ce que je suis un cadeau pour les autres aujourd'hui? Ben, je peux dire oui. Je peux dire oui, parce qu'aujourd'hui, je pourris plus la vie des gens autour de moi. Ça peut m'arriver, hein, parce que on est humain, puis le travail de
de trouver le bonheur en permanence, c'est une vie. Hein. J'ai encore des vieilles histoires hein, encore à régler, à nettoyer. Mais après, on arrive dans les réglages fins. Voilà. Donc, voilà. Nous, par exemple, ici, on a tous fait le choix d'être heureux. Mais pas la tyrannie du bonheur, pas je joue le bonheur, je mets un machin avec les zygomatiques pour faire croire que je suis heureux. Non, j'y travaille à fond. J'y travaille à fond. C'est ce qui fait qu'on n'a pas de conflit. C'est ce qui fait qu'on a seulement une réunion par semaine et des fois tous les 15 jours. C'est ce qui fait qu'on n'est pas toujours en train de régler quelque chose entre nous. Parce que ce qu'on a réglé, on le règle en soi. Quand c'est réglé en soi, on l'amène aux autres. Ça, c'est oui, je trouvais pas le mot, c'est bien. J'aimerais bien avoir ton avis sur une phrase qu'on entend souvent qui dit que le mieux est l'ennemi du bien et qui bloque d'une certaine manière où on se dit voilà, bon bah je suis pas si mal, je vais pas aller chercher plus loin parce que machin. Horreur, quelle horreur, mais j'ai droit à tout, moi. Mais on a droit à tout. On a droit à tout. T'as droit à la plus belle nana, à la meilleure compagne ou compagnon. Je sais pas si t'es hétéro ou homo, mais t'as droit à tout. T'as droit à compagnon, t'as droit au job, t'as droit au plus bel éco-village. T'as droit à tout. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. J'ai droit à tout. Maintenant, il va falloir intérieurement, qu'est-ce que c'est le tout? Moi, cet éco-village là, cette vue, ce lieu, moi, il me convient totalement. Je pourrais me dire, je pourrais avoir un château, je ne sais où, là, sur le bord de la plage en Californie, hein. Mais ça, moi, ça me convient largement. C'est le travail intérieur va nous permettre aussi de voir qu'est-ce qui nous rend heureux. Voilà, réellement. Est-ce que c'est dans l'apparence qu'on gagne du bonheur? Est-ce que c'est dans l'avoir? Non, c'est dans l'être. Moi, ici, j'ai de la montagne, j'ai de l'air pur. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai un compagnon avec qui je m'entends parfaitement. J'ai un éco-village dans lequel on s'entend bien, dans lequel on crée des choses pour améliorer le monde, modestement. Hein. On a un petit éco-village. Mais on participe à ce monde nouveau. Tout va bien. Je pourrais pas dire aujourd'hui qu'est-ce que je voudrais de plus. Mais j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout ce qu'il me faut. Il faut pas voir à la baisse. Je mérite tout et j'ai droit à tout. C'est ça, la quête du bonheur. Pourquoi moi j'ai rencontré, il y a une fois je racontais ça, et puis une jeune qui était en Woofing ici, 25 ans, elle était ici assise au Mika, et puis je suis montée, puis elle tire une tête, quoi, puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, c'est pas possible ce que tu dis, c'est pas possible. Pourquoi? Elle me dit, parce que, regarde-moi, je suis quand même pas très jolie. Comment veux-tu que j'ai un mec, un beau mec ou un mec qui me conviendrait? Il faudra que je me contente d'un mec moyen, parce que je suis moyenne. Puis elle me dit, regarde, moi, j'étais pas la première de la classe. J'ai une intelligence moyenne. Si je fais un boulot, ce sera moyen. Vous vous rendez compte les croyances qu'on peut se coller dans une tête? Moi, je lui ai dit, tu auras juste ce que tu veux, c'est-à-dire la personne, tu t'en fous. Moi, pour moi, je suis le plus beau mec du monde, mais c'est peut-être pas ce que vous pensez, vous. Hein. Vous lui dites pas que j'ai dit ça, parce que pour moi, c'est le plus beau, quoi. Voilà, et ça me convient. Et j'ai ce que je veux. C'est ça, c'est vraiment intérieurement, c'est qu'est-ce qu'on veut réellement. Mais ne plus avoir ces croyances de, voilà, j'ai droit parce que, j'ai droit parce que, j'ai droit, voilà. Non, j'ai droit à tout. Puis j'ai droit au bonheur, surtout, quoi. Parce que le bonheur, c'est ce qui va permettre de créer ce nouveau monde. Si on revient à l'état émotionnel, plus on va être heureux, plus on va générer autour de soi du bonheur. Par exemple, si on prend, alors je vais peut-être me faire battre là, un exemple actuel, le Covid. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'a pas compris quel était le message du Covid, parce que le message du Covid, il recèle quelque chose d'intéressant. La vie nous a apporté une épreuve, et la chance, c'est qu'on l'a tous eu sur la planète. Et c'est de comprendre. Est-ce que vous avez fait le travail de vous dire qu'est-ce que le Covid vient me travailler intérieurement? Qu'est-ce qui vient m'enseigner? Moi, j'ai trouvé super, c'est qu'on est tous à mettre un masque. Qu'est-ce que c'est le masque? Le masque, ben, c'est le mur qu'on se prend en pleine tête. Chacun sur la planète, on l'a tous pris le mur. Intéressant quand même. C'est pas le masque qu'il faut descendre là.
C'est pourquoi j'ai apporté ce masque. Et on l'a vu, hein, dans la matière de Covid, les gens se sont trompés de cible. Ils se sont battus contre le masque, battus contre ceci, battus contre cela. Non, c'est moi. Pourquoi? Moi, intérieurement, j'ai généré un truc pareil. Et si tout le monde sur la planète prend le message du Covid de cette manière, eh bien, après-demain, il y aura plus de Covid. Parce que on le voit sur la planète, ce que ça a créé, on le voit en France. Hein. Qu'est-ce que ça a créé en France? Ça a créé une forme de guerre terrible. Parce qu'il y a les pour, il y a les contre. Et moi, je vois dans les familles maintenant des scissions. Le pour, le contre. Dans les amis. Moi, j'ai un ami qui m'a appelé l'autre jour, il m'a dit « Purée, on est copains avec un pote, ça fait plus de 50 ans. Et parce que je me suis fait vacciner, il m'a dit « Je te parlerai plus. » Là, on n'est plus copains. Tu t'es fait vacciner. Rien compris. Pour ou contre, c'est pas le problème. Le problème, c'est comment je vis intérieurement ce message qu'on a tous pris là. Le masque. Le masque. Moi aussi, j'aime pas le masque, hein, comme vous. Hein. Mais je me suis posé la question, pourquoi j'ai apporté un masque, quoi. Ouais. Et c'est ça. C'est ça, c'est vraiment aller voir. Et aujourd'hui, eh bien, il y a une espèce d'aura de pessimisme, de violence, de frustration, de colère, de peur. Et ça, ce sont des émotions. Et là, nous tous, avec ces émotions, peu importe laquelle vous avez, hein, colère ou peur, qu'est-ce que ensemble on génère pour notre univers, pour notre planète, alors qu'il est prouvé scientifiquement que ce sont nos émotions qui créent la réalité. Ensemble, collectivement, qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui avec notre manière de gérer le Covid? Alors que vous pourriez être pour en étant apaisé, vous pourriez être contre tout en étant apaisé. Parce que l'objectif, c'est pas le choix que vous avez fait pour la vaccination ou contre, on s'en fiche. Dans l'univers, vaccination, ça a l'air de quoi? C'est rien, c'est un petit point, rien du tout. Pour ou contre, c'est pas le problème, c'est comment vous gérez ce pour et ce contre. Comment vous le vivez intérieurement? Est-ce que vous êtes en colère en permanence? Est-ce que vous êtes en peur en permanence? Qu'est-ce que vous générez? Qu'est-ce que vous créez dans votre univers? Et c'est là, le Covid, ce qui nous a amené. Il faut savoir qu'on est aujourd'hui dans l'évolution de l'histoire, dans l'évolution de notre histoire collective. On est à un moment où on est dans la bascule d'un autre monde, c'est-à-dire d'une autre conscience. On entre dans la conscience et la connaissance du monde quantique. Voilà. Et on en est tous capables, parce que c'est extrêmement simple de travailler avec ce champ quantique. C'est extrêmement simple de créer autre chose. Et aujourd'hui, je vous en reparlerai, c'est prouvé aux États-Unis, dans les hôpitaux universitaires, ils font des expérimentations que vous n'imaginez même pas. Ils expérimentent par exemple le pouvoir de l'intention sur les autres et sur soi. Lisez Lynn Taggart par exemple, un ouvrage, il explique bien ce qui se passe. Donc on le sait, c'est plus du spirituel empirique, c'est plus une question de foi aujourd'hui. Il y a une réalité, c'est expérimenter que ce sont nos émotions qui créent nos réalités. Vous réalisez où on en est aujourd'hui avec le Covid? Donc on a tous à reprendre. Donc là, l'écologie intérieure, après on a mis la responsabilité, mais l'écologie intérieure, c'est la responsabilité qu'on prend chacun de notre vie, de la vie de notre collectif, de la vie de notre planète, de la vie de notre univers. L'intérêt collectif au centre de nos vies, évidemment, on est dans un processus. Alors c'est vrai qu'on parle d'individualisme, c'est vrai. C'est vrai que en matière de collectif, en France, on est les plus mauvais élèves. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Être français, c'est avoir perdu la capacité à vivre en collectif. C'est pas foutu, hein. Ça se retrouve. Heureusement. Heureusement. Mais on a ça, nous, à vivre en France. Retrouver la capacité à vivre en collectif, c'est-à-dire à remettre le collectif au centre de nos vies, l'intérêt collectif. Parce qu'on le voit dans notre évolution humaine, on est passé
du groupe, c'est-à-dire comme ça se vit encore en Inde, par exemple, c'est-à-dire il y a le groupe. Les gens n'ont pas d'individualisme. Aujourd'hui, en France, on passe par l'individualisme. Mais l'individualisme, à un moment, moi je disais, c'est une maladie. Mais non, c'est un passage. On est obligé de passer de la conscience collective à une conscience individuelle pour revenir dans ce processus intérieur qui nous est demandé, l'écologie intérieure, à ce processus d'individuation. Individuation, ça veut dire je sais pleinement qui je suis pleinement moi-même, je ne joue plus de rôle face à qui je rencontre, je suis pleinement moi, totalement moi. Je suis ce que je veux être et je suis heureux. Processus d'individuation qui va nous ramener à être individués au service du collectif. Parce qu'on est collectif. Quelque part, on est un, et vous le savez tous. On ne sait pas ce que ça signifie réellement, mais s'individuer, c'est-à-dire je suis pleinement moi-même au service de ce collectif. Et collectif, j'entends le chant quantique, hein. C'est beaucoup plus vaste. Ce qu'on fait dans un éco-village, ça dépasse largement notre petit groupe de 20 personnes. Ça va beaucoup plus loin ce qu'on génère. Il faut être conscient de cela. On est relié à tout. C'est prouvé aujourd'hui scientifiquement. Tout est interconnecté. Tout est interconnecté. Ils ont créé une machine il y a, je crois, une dizaine d'années. Je me rappelle plus si c'est 10 ans. Mais aujourd'hui, il y a une machine qui permet de voir les connexions entre tout ce qui est. C'est-à-dire, c'est un faisceau intriqué de couleurs, mais s'il y avait cette machine-là, on verrait ce qui nous relie, on verrait ce qui te relie, ce qui nous interrelie. C'est un faisceau. Aujourd'hui, c'est prouvé. On est réellement reliés. Et c'est pas de la foi, c'est pas de la religion, c'est pas de la spiritualité, c'est du scientifique. Moi, je parle aujourd'hui de spiritualité scientifique. Voilà. La science de la spiritualité. Aujourd'hui, on prouve ce qu'il y a 5000 ans, on nous disait déjà, tout est un. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on le sait. Aujourd'hui, on le sait. C'est prouvé. Donc, c'est vraiment important de réaliser qu'on obéit à un processus d'évolution humaine. Et aujourd'hui, on en est là. S'individuer, c'est-à-dire accepter cet individualisme qui nous pourrit la vie quand même, mais pour arriver à cette phase individuation, c'est-à-dire je suis pleinement moi-même, je suis heureux, ce que j'apporte c'est du bonheur, je suis heureux pour moi, je ne suis plus quelqu'un de conditionné, c'est pas une fatalité, je suis pas conditionné à, coucou, je ne suis pas conditionné à, j'ai pleinement choisi mon conditionnement, je me suis reprogrammé. Je suis un ordinateur, je me reprogramme. Je laisse pas à d'autres, papa, maman, etc., le soin d'avoir programmé des gens qui savaient pas bien programmer en plus. Hein. Puis nous aussi, hein, on a programmé nos enfants, pas de bonne manière non plus. Hein. Rien n'est parfait de toute façon. On est perfectible, mais rien n'est parfait. Donc, se reprogrammer, le choix du bonheur qui va nous faire avancer vers autre chose. Donc là, je vous ai donné vraiment les grands points de ce collectif qui est basé sur l'écologie intérieure. Et à notre sens, dans tout ce qu'on a rencontré encore ce week-end, comment vivre un collectif heureux si chacun de nous n'a pas cette écologie intérieure, c'est-à-dire cette écologie intérieure qui va permettre de prendre sa responsabilité et non pas toujours responsabiliser les autres autour de soi. Si le collectif ne va pas, j'y suis pour quelque chose. Et comme on dit hein, dans le jeu, quand on pointe quelqu'un, on se dit c'est toi le responsable, Gabriel. Il faut pas oublier qu'il y en a 3 autres qui me pointent. T'es responsable. Il n'y en a qu'un qui te pointe. 3 qui me pointent moi. Faut pas l'oublier ça. C'est vraiment très intéressant de réaliser qu'on a beaucoup plus de responsabilités et c'est intéressant de prendre cette responsabilité parce que ça veut dire responsabilité, ça veut dire le pouvoir de ne plus être une victime. Le pouvoir, la responsabilité, c'est prendre son pouvoir. La responsabilité, c'est de devenir libre. On la cherche tous, cette liberté. On la veut tous. Tous les gens qui sont là, on veut tous la liberté. C'est ça, notre maître mot intérieur. La liberté, on veut tous ça. Ben, la liberté, elle se trouve à l'intérieur de nous. Et non pas en voulant faire changer les autres autour de soi. Ça, c'est peine perdue. On n'arrivera pas à changer les autres. Par contre, sur soi, on a un pouvoir énorme. Et moi, je peux en témoigner par rapport à ce que j'ai été et ce que je suis aujourd'hui.
Et tout le monde pourra en témoigner. Tous ceux qui travaillent sur l'écologie, Sonia aussi pourra en témoigner. Eh, mais moi, je te le dis, Letty, c'est pas que des fruits. Donc voilà notre manière de fonctionner. Tout est basé, nous, sur notre écologie intérieure. Pas de... Voilà. Alors c'est vrai que des fois on fait des réunions un peu fouillis, tout le monde parle en même temps, puis il y en a un qui dit « Ah, on arrête de tous parler en même temps », oui, on recommence. On n'a pas des réunions très longues, on vient au fait. Quand on a un projet de quelque chose, chacun va vivre cette décision à prendre dans l'intérêt collectif, va faire travailler l'intelligence collective au service de ce projet. C'est pas moi, 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 moi. Le gros ego le colle au porte-manteau avant d'aller en réunion. Donc, il y avait encore d'autres, la transparence par la sincérité. Donc là, effectivement, nous, on a fait le choix engagé d'être transparent, de ne jamais garder un contentieux qu'on pose quelque part et on met le point, plus de refoulement. C'est-à-dire, on se dit les choses. Voilà. On se dit les choses. Le processus du cœur à cœur, le même protocole qu'on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire, d'abord, si j'ai un problème, par exemple, Gabriel, il vient me dire quelque chose de méchant, blessant, eh bien, je vais pas répondre tout de suite. Je rentre chez moi. Et là, quand je suis chez moi, je me dis, waouh, purée, il m'a blessé, là, ça me fait pleurer, je pleure. Premièrement, j'accueille mes émotions, je laisse venir. Deuxièmement, qu'est-ce que ça touche en moi? Purée, ce qu'il m'a dit, ça me touche en moi. Peut-être toi, tu n'aurais pas été touché du tout, mais moi, je suis touchée par ce qu'a dit Gabriel. Je fais mon travail. Troisièmement, qu'est-ce que la vie m'enseigne à travers cette épreuve? Eh bien, elle m'a enseigné peut-être que je suis peut-être encore très susceptible par rapport à mon histoire. À partir de là, j'ai fait mon travail, je vais voir Gabriel et je vais dire à Gabriel, tu sais, l'autre jour, il y a 2-3 jours, tu m'as vraiment allumé un bon coup, là, ça m'a fait mal, j'ai eu très mal. Et là, Gabriel, il va rentrer chez lui, on n'en parle pas. Gabriel rentre chez lui, il fait le même processus. Peut-être il va dire, ah, je suis content, je l'ai eu cette fois. Ou bien, il va peut-être se dire, ah, je suis triste parce que je lui ai fait mal. Donc, voilà, il va accueillir ses émotions. Deuxièmement, il va se poser la question, pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi, hein? Et troisièmement, qu'est-ce que la vie m'enseigne? Alors peut-être que lui, c'était dans le même cas que moi, il va peut-être lui enseigner que peut-être parfois il a la parole un peu vive, qui peut un peu vexer. Donc il aura un petit travail parce que son père, quoi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on fait le protocole, le travail entre nous. On va jamais à chaud déverser une colère qui m'appartient, une souffrance qui m'appartient, je vais pas la déverser sur Gabriel. Et lui pareil. Voilà. Donc là, vous avez le seul point, donc la transparence. Par contre, on est engagé ici à dire ce qui ne va pas. La confiance en la vie, bon, ça, c'est vraiment ce qu'on va trouver quand on travaille l'écologie intérieure, c'est une conséquence. Confiance. Si mon compagnon ne me convient pas, ben oui, j'ai confiance que la vie va m'en amener un autre. Si j'ai un boulot qui me va pas, même si j'ai pris un crédit, non, je quitte mon boulot, je vais pas avoir peur de pas en retrouver un autre. Être coincé dans un boulot par la peur du manque de l'argent, c'est vraiment faire peu confiance en la vie. La vie, elle est abondance. Donc ça aussi, c'est un travail intérieurement à faire. Et le dernier, l'amour en action, l'action éclairée, forcément que l'individuation, le travail intérieur, va nous amener à être dans une posture d'amour vis-à-vis des autres, d'empathie, de compréhension, de compassion, mais aussi d'amour dans ce que l'on fait, c'est-à-dire mettre de l'amour dans nos actes, mettre de l'amour dans nos paroles, mettre de l'amour dans nos pensées, mettre de l'amour. Et pour nous ici, on se dit, vaut mieux pas faire un travail que de le faire sans mettre de l'amour dedans. Et pour nous, c'est vraiment donner le meilleur de soi-même. Parce que donner le meilleur de soi-même, eh bien, c'est vivre une vie pleine. Parce que quand on s'économise, quand on dit, ah non, je fais ça, bon, je le fais vite fait, eh bien, c'est pas vivre pleinement. Pour nous, vivre pleinement, c'est donner le meilleur de soi tout le temps et d'être à fond dans la vie, quoi. Vivre sa vie pleinement. Voilà. Donc pour nous, c'est ça qu'on appelle l'amour en action et l'action éclairée. Et qui passe, bien sûr, par la compassion et tous les... Oui, il y a deux... Je sais pas qui a levé la main la première. Ouais.
Oui, oui, j'ai oublié ça, merci. C'est que après, quand Gabriel a fait son boulot, on va se retrouver, je vais pouvoir lui dire, oh, moi j'ai compris quelque chose, Gabriel, et toi, voilà. Et on va se dire merci. En général, c'est plutôt un merci qu'on va se donner. Et si c'est un problème, par exemple, du genre, ben moi je nettoie la tondeuse, puis Gabriel, c'est un gros cochon, il nettoie jamais la tondeuse, eh bien peut-être que Gabriel, il va réaliser que il m'a mis en difficulté, que peut-être oui, sa responsabilité, c'est que moi je nettoie la tondeuse après lui. Il va peut-être me dire, tu sais, moi je suis un peu fouillis, et si tu veux bien m'aider, et si j'oublie, c'est de me le dire. Et moi gentiment, je vais dire, Gabriel, t'as pensé à la tondeuse, à nettoyer la tondeuse? C'est de prendre en compte la difficulté de l'autre. Et ce moyen-là nous permet de mieux connaître l'autre et d'être honnête pleinement. Dire, ouais, moi je suis un crado, la tondeuse, je m'en fous, quoi. Ouais, on a le droit, hein. On a le droit. Mais c'est de pouvoir harmoniser ce qui peut se faire entre nous. Bien sûr qu'on a à se revoir après. Ouais. Il y avait, attends. Oui, toi. Ben non, on les aide pas en fait. Non, en fait, nous l'intégration, on demande aux personnes, est-ce que l'écologie intérieure t'intéresse? Oui, non. Si ça l'intéresse pas, non, on va pas aller au casse-gueule, c'est même pas la peine. Voilà. Mais si la personne nous dit, moi, je suis très intéressée, voilà, on va lui poser une question, on va lui dire, qu'est-ce qui en toi n'est pas suffisamment réglé qui pourrait poser un problème sur le collectif? Donc, on va l'amener à réfléchir là-dessus, par exemple. Mais si la personne, elle est vraiment intéressée, passionnée, comme on l'est tous, il n'y a pas de problème. On n'est pas fini, il n'y a personne ici qui est fini. Hein, on est tous en processus, mais cette passion fait que ça fonctionne bien. Et puis, par exemple, une personne qui nous dirait, je sais pas, moi, manger bio, hein, nous, on a des engagements qu'on a décidés en collectif, manger bio parce que c'est bon pour la planète. C'est pas une règle, c'est un engagement qu'on a décidé ensemble. On n'a pas de règle. Et si une personne va nous dire, va voir ce qu'on fait ici comme une règle, on va lui dire, c'est pas la peine. Ne reste pas là parce que on veut pas que tu vives ça comme une règle. Parce que la règle, elle doit être dans le cœur. Une règle, toutes ces règles qu'on a mis dans cette société qui infantilisent, qui vraiment, qui servent à rien. Si on était éduqué à avoir la règle dans le cœur, la prise de responsabilité, on n'aurait pas besoin de tous ces carrés qui nous enferment. Par contre, on peut retrouver dans le travail en collectif, l'intelligence collective, on peut trouver, comme on le fait parfois, on a vu un documentaire dernièrement sur l'écologie qui nous a fait poser la question en groupe, dire qu'est-ce qu'on peut encore améliorer, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quel engagement on prend. Par exemple, ici, on boit pas d'alcool, pourquoi? On s'est pas dit bêtement l'alcool, non, sans savoir pourquoi. C'est qu'on a reçu beaucoup de jeunes au début, beaucoup, on a beaucoup de jeunes qui passent par ici et qu'on voit que l'alcool est un fléau. Et nous, on a décidé un engagement, mais ici, on boit plus d'alcool parce que ça permet à tous les jeunes qui viennent ici de voir qu'on peut être heureux, qu'on peut faire la fête, qu'on peut danser sans avoir besoin d'alcool et de pétards aussi. C'est pas qu'on soit fondamentalement contre, c'est quelque part un engagement qui nous permet de témoigner de cela. C'est pas la règle, non, pas d'alcool, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a pas de règle comme ça. C'est l'engagement qu'on a réfléchi, choisi ensemble. Oui, il y avait encore oui. Quand tu parlais de bonheur, moi, et il y a eu une question sur les gens qui habitent en ville. Moi, je me suis questionnée, ils font comment ces gens qui habitent en ville et en ville polluée et voilà, avec des services basiques moyens. Mais moi, de la ville où je viens, que c'est l'humain, c'est vraiment pas très agréable à vivre. Et même dans les pays que je viens, il y a des gens qui vivent ensemble. C'est pour ça que le bonheur, c'est pas conditionné à là où on est. Par contre, ça, dans l'évolution de l'humanité, il faut savoir qu'il y a des gens, l'évolution de la conscience, elle est pas la même pour tous. Et il faut accepter ça aussi. Par contre, quand on est dans une évolution de conscience, puis qu'on la cherche, puis qu'on va au-devant de cette conscience, on a de plus en plus de responsabilités. Et pour moi, la responsabilité du bonheur, c'est déjà, par exemple, on va beaucoup en Inde et
l'Inde nous a beaucoup enseigné. C'est-à-dire que quand on était en Inde, quand on a vu, parce qu'on vit beaucoup là-bas, quand on voit les gens dans quelles conditions ils vivent, eh bien, ça nous a fait dire avec Alain, quand on rentre, dire, mais on n'a plus rien, on n'a plus aucune raison de se plaindre en France. Nous, les Français, râleurs, toujours à se plaindre de tout, mais vivez en Inde un moment dans des endroits terribles, vous rentrez et vous dire, mais on a tout et on se plaint encore. C'est pour ça que la conscience va nous amener, soyons conscients pour les gens qui n'ont pas le loisir d'aller à cette conscience. Parce que les gens qui vivent dans des bidonvilles comme on a vu en Inde où on était, bien eux, ils n'ont pas la chance de pouvoir travailler sur cette conscience parce que leur quotidien, c'est de trouver à manger. Donc voilà, on a pour eux-mêmes, pour ces gens-là, pour tous ces gens, parce qu'on est né du bon côté de la planète, pour ces gens-là, eh bien nous, les nantis, parce qu'on est des nantis, il faut le savoir, on n'a plus aucune raison de se plaindre, si ce n'est de nos programmations intérieures qui ont été mal faites, et ça, on ne peut plus se plaindre puisqu'on sait qu'on peut reprogrammer. Donc, on n'a même plus ça à se plaindre, c'est pour que notre conscience évolue tellement pour que se mette en place une société qui va arriver à un moment, c'est pas là tout de suite, ça pourrait, mais c'est pas là tout de suite, que tout ça va se résorber, qu'il n'y ait plus de gens, vous vous rendez compte, à 2 heures d'avion, il y a des gens qui meurent de faim, encore aujourd'hui. Donc, c'est que notre conscience évolue suffisamment pour qu'on mette en place dans nos sociétés des systèmes qui sans faire de guerre, gomment tout ça, que l'évidence se fasse. Nous, aujourd'hui, c'est une évidence sur notre éco-village que être heureux, c'est normal. Voilà, parce que on n'a pas d'autre choix que celui-là. Et pourquoi on serait malheureux déjà? Pourquoi on se laisserait aller à être malheureux? On n'a aucune raison, quoi. Parce que j'ai mal dormi cette nuit? Parce qu'il fait moche aujourd'hui? Non, faut arrêter. Il faut être conscient, justement. Notre lien quantique nous met en reliance avec nos amis tu dis des villes, là, en Amérique du Sud, en Inde et ailleurs, nous met en conscience de ça. Et on est dans cette conscience-là, on a cette évolution encore et encore. On ne peut pas faire les paresseux aujourd'hui. Il faut encore évoluer pour contaminer, mais pas contaminer, comme je le disais tout à l'heure, dans le pour ou le contre, parce que c'est pareil, cette dualité, c'est encore une illusion. C'est par l'amour qu'on va contaminer. Si on veut changer le monde, c'est par l'amour. C'est pas par autre chose. C'est pas en combattant qu'on va y arriver. Aujourd'hui, c'est risible de penser que c'est en faisant la guerre qu'on amènera la paix. C'est risible. Ça n'a jamais fonctionné. C'est pas aujourd'hui, encore avec le Covid, que ça va fonctionner. Par contre, en se transformant et en ayant en nous cette capacité forte d'amour, on contamine et on va changer les choses. Je vais vous donner un exemple par rapport à ça qui est vraiment très probant. On est arrivé dans cette commune. Nos 2 maires sont des agriculteurs en agriculture intensive. Et quand on est arrivé, on a eu un maire qui nous a reçus très humainement. Votre projet est beau, il nous intéresse, bienvenue à vous. Et nous, ça nous a vraiment touchés, cet accueil, par une personne qui accueille des écolos, les fadas. Vous voyez bien ce qu'on peut penser de nous. Eh bien, nous, on a fait le choix de rendre cet amour. C'est-à-dire que, au lieu de, moi, il y a 30 ans, je serais allé voir le maire avec le fusil, j'aurais dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu pollues la planète, mais j'aurais attaqué. Et là, pendant tout le temps du début, j'ai vu ce maire vraiment avec un grand cœur. On a relationné de cœur à cœur. On n'a jamais parlé d'écologie. Et là, il y a le 2e maire, la même chose. On n'a jamais parlé d'écologie, jamais parlé des sujets qui fâchent. Par contre, on a construit un lien de cœur à cœur. Et là, il y a 4 ans, 5 ans, le maire, un jour, il m'a appelé dans la rue, il m'a dit, tu sais, Dan, j'ai arrêté l'agriculture et j'ai laissé toutes mes terres à un bio. J'ai laissé toutes mes terres à un bio. On n'a jamais parlé de ça. Et là, dernièrement,
aux urnes, puisqu'on on a été aux urnes, il m'a dit, tu sais, celui qui est là encore, qui est un grand agriculteur, donc l'ancien maire, il m'a dit, il a réduit drastiquement tous ces engrais, tout ce qu'il met de chimique. On va y arriver à être bio sur la commune. Jamais on n'a parlé de ce sujet. Jamais. Par contre, le cœur qu'on y met, et l'autre jour, comme vous avez les interviews qu'on a eues là, le maire est venu, il a souhaité que je sois là, à l'interview, et il a dit, on est différents. Dan et moi, on est différents. Moi, je mange la viande, elle en mange pas. Il a mis plein de points comme ça en disant, mais il y a quelque chose entre nous qui est de l'ordre du cœur, qui est de l'ordre de l'amour, une confiance, quelque chose qu'on a construit ensemble et qui nous a fait beaucoup évoluer sur notre commune. Et moi, j'ai pu témoigner aussi de dire que l'accueil de cette commune nous avait beaucoup soutenu, évolué. Jamais on a eu de conflit, jamais on a eu de choses. Voilà. Aujourd'hui, ils sont dans une idée de passer en bio. Ça va se faire. On n'a jamais parlé de ça. Pourquoi? En réalité, ça, c'est ce qui s'appelle la création de réalité quantique. C'est qu'on a mis tout notre cœur sur cette commune. Ils nous ont beaucoup aidés. On redonne. Il y a des journées citoyennes. Là, dimanche, normalement, je devais pas être là, mais on rentre parce que ils ont fait une fresque à Saint-Victor et il y a une inauguration. On y sera. En plus, la fresque, il nous a dit l'autre jour, on a fait une fresque, il a dit, mais c'est Sainte-Camelle qui nous a inspiré cette fresque. Parce que Sainte-Camelle, c'est tellement coloré, tellement plein de choses, ils osent des choses, et ben on a fait une fresque à Saint-Victor. Un agriculteur en intensif. Moi, Nicolo, militant de Greenpeace. Vous réalisez ce qu'on a réussi simplement par l'énergie d'amour. Parce qu'aujourd'hui, dans mon cœur, pour cet homme-là, il y a plus qu'il y avait il y a 30 ans. C'est juste de l'amour, de la reconnaissance. Transforme-toi pour transformer le monde. La manière dont on appréhende les choses change les choses. L'observateur, le regard de l'observateur sur l'objet change l'objet. C'est du quantique et c'est prouvé. Donc, c'est vraiment ce qu'on a à résoudre. Et là, c'est peut-être de revoir l'idée du Covid, comment vous prenez le Covid, peut-être aussi, de revoir ça intérieurement, comment vous pouvez transformer votre état actuel en état positif, d'amour, et qui peut transformer les choses. On en est là aujourd'hui, hein. Notre évolution, elle en est là. Vous avez d'autres questions? Je vais laisser la parole à Sonia. Bon, ça va, vous êtes un peu là. Vous semblez assommé. La question, c'est très rapide. Je voulais juste savoir si tu penses que le conflit est irréversible. Non, il n'y a pas de conflit irréversible parce que cette personne dont je parlais qui est partie, eh bien, elle a fait son travail et 1 an après, elle nous a envoyé un magnifique message qui nous demandait pardon et on a été très touchés et nous, on a fait une lettre aussi, on lui a envoyé un message, on lui a demandé pardon aussi parce que on s'est peut-être dit que dans la manière d'exprimer, on avait peut-être été maladroit et qu'il est parti comme ça sur un coup de tête, bien. Et il est parti sur un coup de tête et voilà, c'est comme ça. Mais non, pour moi, il y a rien d'irréversible. Il y a toujours un moment, si on fait ce travail intérieur, on peut être dans une colère magistrale, puis le moment d'après, on l'a plus. On est des humains, on est des frères en planète, des frères et sœurs en planète. Je parle toujours de Macron. Tout le monde me dit Macron. Moi, d'abord, je sais pas qui c'est. Je crois que j'ai dû voir sa tête une fois. Je suis pas politique, mais moi, ce que j'engage, c'est plus on nourrit de contestation envers Macron, plus on lui donne de la force. C'est comme ça que ça marche, la guerre. Vous connaissez le principe de l'aïkido? Se servir de la force de l'autre pour le... Eh bien, Macron, ce qu'on peut faire de mieux pour Macron, ben, c'est de lui donner, chacun de nous, 1 minute par jour, 1 minute seulement, on lui envoie plein d'amour. Parce que ça, peut-être, si on le fait tous ensemble, ça va lui ouvrir son cœur, ça va peut-être lui ouvrir sa tête aussi. C'est ça qu'on a à faire pour notre planète. De l'amour qu'il faut envoyer. Et ceux qu'on n'aime pas, c'est ceux qui en ont le plus besoin. Il y a quelqu'un qui l'a dit. C'est clair. Macron, 1 minute par jour, je vous invite, moi, 1 minute par jour, envoyer d'amour à Macron.
Et je suis sûre que ça fonctionnera mieux que de lui mettre une tarte dans la tête. J'ai appris qu'il avait pris une tarte. Voilà, d'autres questions, non? Donc Sonia qui va vous parler de ces 7 incontournables qu'elle a transformés en incontournables pour les enfants. Et elle a eu une expérience cet été puisqu'elle a accompagné un groupe d'enfants dans la forêt. Hein. Dis rien, je vais leur dire. Tu vas leur dire, voilà, elle va vous parler de tout ça. Merci à vous. Merci à vous. J'ai repris la chanson.